Vous reconnaissez Véronique Prince, Laurence Martin, Michel Auger pour notre panel politique. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Alors, on a beaucoup parlé de ce bras de fer entre les médecins de famille et le gouvernement. Ça durait depuis des semaines. On avait l'impression qu'on était dans une impasse, dans un cul-de-sac. Et là, oups, entente de principe. Voici les réactions de François Legault, de la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, et du ministre de la Santé, Christian Dubé. On s'attend à ce que d'ici l'été prochain, si l'entente est approuvée, des centaines de milliers de Québécois additionnels aient accès à un GMF. Bien, moi, ce matin, je parle pas de recul d'un côté ou de l'autre. Je pense que dans une négo, il faut finir par se rejoindre dans le milieu. Alors, ça exige des concessions de part et d'autre. Quand vous aurez le détail de l'entente au complet, des avancées, des engagements qui sont pris pour les Québécois, je pense que les Québécois sont gagnants de cette entente-là. Attendons d'avoir les résultats du vote. Ouais. Les Québécois vont être gagnants, selon Christian Dubé. On a l'impression, Véronique, que les médecins omnipraticiens sont gagnants. Puis j'ai en main le document qui circule à la FMOQ, là, puis il me frappe. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ce document, on dit qu'il y a un retrait des pastilles de couleur, le retrait de l'affiliation de toute la population, le retrait des indicateurs de performance, le retrait des pénalités financières, le retrait du pouvoir réglementaire du ministre. Les frais de cabinet sont réintégrés, le retrait de tous les articles qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Mme Duranceau a beau dire qu'ils n'ont pas reculé, mais ça sonne bip-bip, là. C'est sûr que ça sonne comme ça. Mais ça, c'est une présentation qui a été faite par la Fédération des médecins omnipraticiens. Puis l'argument du gouvernement, c'est de nous répéter aujourd'hui, oui, mais vous n'avez pas encore vu la version du Conseil du Trésor qui ne peut pas encore la publier parce qu'on veut s'assurer que les membres vont voter, on ne veut pas torpiller le processus, etc. Je peux vous dire que des sources nous ont rapporté cet avant-midi que M. Legault n'était pas de bonne humeur. Hein? Les manchettes de recul et tout ça, là, vraiment, là, ça ne lui plaît pas du tout en ce moment. Là. La semaine prochaine, il est dans une tournée d'entrevues. Là. Alors, je pense qu'il va essayer peut-être de rectifier le tir ou d'essayer de corriger le message pour pas que ça ait l'air de recul. Parce qu'à première vue, effectivement, on a l'impression que le gouvernement a fait beaucoup de concessions pour accommoder les médecins au point où on se demande, mais qu'est-ce que ça a donné de faire monter le ton comme ça, de faire monter le presto pour finalement faire des compromis aussi importants que ceux-là. M. Legault, en fait, ce qu'il ne voulait pas à Noël, c'est que les gens autour de la dinde disent hey, « le gouvernement est allé beaucoup trop fort avec les médecins, moi, je vais perdre le mien. Ah, moi aussi. » Il ne voulait pas ce genre de conversation-là. Mais là, il risque de se retrouver avec un autre genre de conversation qu'il n'aimera pas plus, où les gens vont se demander s'il a flanché. Ouais. Donc, lui, ce qu'il va essayer de faire beaucoup dans les prochains jours, probablement, c'est de dire on a des garanties que les patients vont être pris en charge, mais on attend toujours de connaître les détails de ces garanties. Le repère de la dinde est toujours très important, là, parce que les gens jasent autour de la dinde, de politique notamment. Michel C., êtes-vous de ceux qui disent tout ça pour ça? Comment ça se fait qu'on a inquiété des centaines de milliers de Québécois qui ont eu peur de perdre leur médecin ou de perdre leur groupe de médecine de famille pour en arriver à ça, mais avec la nuance importante que Véronique vient d'apporter, le ça qu'on a pour l'instant, c'est la version de la FMOQ. Oui. Sauf que les reculs, ils sont là quand même. On les voit. On pourra peut-être donner un vernis autre avec la publication du Conseil du Trésor, mais on ne pourra pas changer la réalité. Mais moi, ce dont je ne reviens pas, c'est d'avoir entendu M. Legault promettre que d'ici l'été, des centaines de milliers de Québécois auront finalement un médecin. Excusez-moi, mais si j'avais $1 chaque fois que je l'ai entendu, celle-là, je ne ferais plus de panel, puis je pourrais m'acheter une très belle maison sur le bord de l'eau en Italie. Je veux dire, ça ne marche pas, là. Mais ils ne sont pas capables d'arrêter de faire des promesses. Ils ne sont pas capables d'arrêter de faire cette promesse-là. Bon, je souhaite, comme tout le monde, que tout le monde ait un médecin de famille, mais je souhaite aussi qu'on gagne tous à l'auto. Hein? Voilà, puis Laurent, j'arrive à vous dans un instant. Véronique, c'est comme si on a l'impression que la démonstration reste à faire, que ça va améliorer l'accès, ce qui est présenté en ce moment, parce que, comme Michel le dit si bien, on a joué dans ce film-là, puis ça n'a pas amélioré l'accès. Oui, puis honnêtement, on se sent un petit peu perdu aujourd'hui. Je me mets à la place des patients là, qui vont avoir besoin quand même d'avoir les détails. Ce dont Michel parle, ça fait partie quand même de la présentation de la Fédération des médecins omnipraticiens, comme quoi 500 000 patients vont être pris en charge d'ici le 30 juin. Sauf que les petits caractères dans le bas sont importants. Ça se ferait de manière volontaire. Donc, comment, de manière volontaire, on va être capable d'inscrire 1,5 million de patients comme ça, dont la moitié seraient des patients avec un état de santé vulnérable? Donc,
Quand je dis que les patients risquent d'être perdus, là, c'est que le gouvernement avait mis sur la table toutes sortes de choses, en disant, par exemple, il n'y aura plus de guichet unique qui s'appelle le GAP, là, le guichet d'accès à la première ligne. On va éliminer ça. On va créer à la place les milieux de soins. Les gens vont aller s'enregistrer dans les GMF ou les CLSC. Finalement, l'entente prévoit que les GAP, le guichet unique, finalement, on va le garder. Fait que là, aujourd'hui, les gens vont se demander, bien, là, si j'ai besoin d'un rendez-vous puis j'en ai pas de médecin, mais là, je fais quoi, finalement? Donc, il va y avoir un gros, gros travail d'explication à faire. Là. C'est un labyrinthe, je vous le dis, là. Moi, je pense qu'il y a moins de 10 personnes qui comprennent exactement comment ça marche au Québec. Pendant ce temps, Laurence, M. Legault, il n'a pas seulement inquiété du monde avec son projet de loi, il s'est aussi brouillé avec Doug Ford en chemin. Oui, absolument, parce qu'en plus, il y avait des médecins du Québec qui menaçaient de venir ici, en Ontario, à Ottawa. Moi, je peux vous dire que je suis déjà allée souvent à l'hôpital Montfort. Il y a beaucoup de patients québécois qui y viennent parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont mal servis en Outaouais. Ça, c'était même avant tout ce qu'on a eu cet automne. Et il y avait maintenant des médecins qui menaçaient d'y venir par dizaines, par centaines. Donc, je suis d'accord avec mes collègues. Oui, ça a peut-être l'air d'un recul, mais en même temps, pour M. Legault, je crois que d'être capable de colmater là, cette fuite, je pense que ça risque d'être payant politiquement pour lui. Là. Oui, puis on verra les retombées de ça. Mais comme Michel, vous le disiez, 500... Bien, il a évoqué le chiffre... Aujourd'hui, il a parlé de centaines de milliers de Québécois qui pourraient être pris en charge. Il avait déjà évoqué le chiffre de 500 000. Donc, est-ce que c'est la même chose dont il veut parler? Ces résultats-là, est-ce que vous pensez que ça peut... Si ça se produit, puis je sais que vous auriez un chalet sur le bord de l'eau si jamais chaque fois qu'on vous avait fait ces promesses-là, vous auriez gagné... Mieux qu'un chalet. Bon, probablement mieux qu'un chalet aussi. Mais... L'auto qui vient avec, la décapotable. La totale. Est-ce que il peut y avoir un gain politique si ça se réalise pour M. Legault ou les gens n'écoutent juste plus François Legault, Michel? Si ça se réalise et qu'il peut le prouver, il va y avoir un certain gain politique. Mais en même temps, la santé n'est pas le seul dossier de François Legault dont on va discuter à la dinde à Noël. Et regardez ses chiffres de sondage, ils sont vraiment pas très bons. Alors, bien, s'il réussit ce tour de force-là et qu'en peu de temps, 500 000 personnes se trouvent un médecin de famille, extraordinaire. Mais ce n'est pas le seul problème que les Québécois ont envers leur gouvernement actuellement, d'une part. Et d'autre part, moi, je demande à voir parce que c'est pas la première fois que j'entends cette promesse-là. Vous voulez Il obtient le changement de mode de rémunération. Oui. Hein. Ça, c'est quand même un changement majeur, là. Parce que ça va complètement changer la manière dont la facturation aussi va être faite, puis probablement le temps passé avec les patients. Là. Donc, on a très peu de détails encore de la manière dont ça va s'articuler, mais un changement de mode de rémunération, quand même, il faut souligner le fait que ça s'est jamais fait dans les dernières décennies. Oui, puis ça va être la moitié de la rémunération à ce qu'on appelle la capitation. Donc, on parle de volume, là, la prise en charge de patients, dont des patients vulnérables. 30 à l'acte, qui est la méthode la plus connue, et un 20 taux horaire, donc à l'heure pour les médecins. Ça va être ça, l'ensemble de la rémunération. D'accord. On verra où ça mène le gouvernement. Je vous rappelle que les médecins omnipraticiens ont 7 jours pour entériner ou rejeter l'entente. On verra s'ils l'acceptent. Disons que les premiers échos qu'on a, c'est qu'ils sont pas mal contents de ce qui a été signé. Parlez-nous, Laurence, de Michael Ma. En fait, on a appris l'existence de M. Ma, qui est qui était le député conservateur de Markham-Unionville. Il va se coucher ce soir. En fait, il s'est couché hier soir comme député libéral. Oui, comme député libéral. Et ça s'est fait, donc, c'est hier soir, en fait, qu'il est apparu au party de Noël des libéraux, parce que mercredi, il était au party de Noël des conservateurs. Puis d'ailleurs, il y a une source conservatrice qui me dit « Il boom avec nous mercredi, il boom avec les Rouges jeudi. » Ni noble, ni digne. En plus, il n'a même pas payé son billet là, pour la fête de Noël des conservateurs. Vous le voyez, là, ça, c'est mercredi soir. Il y a eu un échange de cadeaux de Noël entre les députés conservateurs mercredi. Michael Ma aurait reçu une Amazon Fire Stick. Ça, c'est une sorte de télécommande que je ne connais pas. Mais bref, là, le député conservateur en question veut avoir cette télécommande. Écoutez, c'est un roman feuilleton, ce qui se passe à Ottawa. Je disais d'ailleurs à une de mes collègues hier matin, écoutez, c'est plate la fin de session, tout se passe à Québec, erreur. Donc, oui, il y a beaucoup de rebondissements. Mais ce qui est, en fait, il n'y a personne qui l'a vu venir à Ottawa, y compris les conservateurs. Je pense que le chef a dû l'apprendre quand le communiqué du Parti libéral est sorti. Et pourquoi ils ne l'ont pas vu venir, Michael Ma? C'est parce que c'est un nouvel élu conservateur. Il a été élu en 2025, en avril. Donc, il se disait,
on n'a rien à craindre là, de transfuges, de nouveaux élus qui ont remporté leur circonscription en avril. Ils savaient que M. Poilievre était chef. Clairement, ils adhéraient à son style de leadership. C'est pas comme des élus d'il y a 10, 15 ans qui ont connu toutes sortes de chefs, toutes sortes de styles et qui étaient peut-être moins à l'aise avec l'approche Poilievre. Lui, clairement, il savait dans quoi il s'embarquait, Michael Maher. Alors là, ce qu'on me dit du côté des conservateurs, c'est qu'on appelle maintenant aussi les nouveaux députés pour être certains qu'ils vont rester, parce que les libéraux aussi aimeraient ça aller en chercher d'autres. Voilà, parce que, Michel, on additionne. Là, puis voici l'état des lieux à la Chambre des communes en termes de nombre de députés qui rapproche à un siège les libéraux de la majorité avec le transfuge Maher. Donc, ils en ont 171, ça leur en prend 172. Est-ce que Mark Carney va avoir sa majorité en accueillant des transfuges, Michel? C'est possible. On sait qu'il travaille sur certains députés du NPD. Il continue de travailler sur les conservateurs. Puis si le Parti conservateur donne Amazon Fire Stick comme cadeau de Noël à ses députés, ils peuvent bien changer de parti. Mais non, c'est une blague. Mais franchement, le leadership de M. Poilievre fait pas l'unanimité dans le caucus. C'est pas juste de dire les gens savent qui est Pierre Poilievre. Oui, ils le savent, mais ils savent aussi qu'il y a un vote de confiance. Ils savent aussi que la dernière élection s'est jouée essentiellement sur le type de leadership de M. Poilievre. Alors, ce style-là ne fait pas l'unanimité, loin de là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Alors, il faudra voir quel est le résultat du vote de confiance à Calgary. Mais M. Poilievre, on va se dire une chose, il est égal à lui-même, il n'a pas changé. Et son style, maintenant, c'est son style, on ne le changera pas rendu à maintenant. Puis, Laurence, il va avoir son vote de confiance au mois de janvier. Est-ce que ça le fragilise en vue de ce vote de confiance? Oui, bien en fait, la grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres transfuges? Parce que honnêtement, s'il y a un autre transfuge et si là, les libéraux atteignent le chiffre magique de 172, moi, je crois que ça va être très, très difficile pour Pierre Poilievre de rester. J'ai parlé à plusieurs sources conservatrices qui sont de cet avis. Moi, c'est drôle, je m'inquiète moins du vote de confiance en janvier. Bien, c'est sûr que ça va... faut voir ce qui arrive dans les prochaines semaines. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est le caucus. Parce que le caucus s'est donné le droit, après la dernière élection, d'avoir un vote de confiance sur le chef à n'importe quel moment. Donc, c'est possible que M. Poilievre passe son vote de confiance. Il va falloir évidemment voir le pourcentage d'appui, mais qu'éventuellement, le caucus se tanne ou que la confiance se brise ou que les élus qui sont mécontents se fassent entendre davantage et là, exigent ce vote de confiance. Donc, moi, je m'inquiète moins peut-être pour janvier à court terme que pour la suite des choses. Là. En même temps, il faut évaluer, moi, je trouve, la crédibilité de Michael Maher. Je veux dire, vous êtes plus en mesure de nous le dire, Laurence, mais ça fait un petit peu opportuniste. Là. C'est probablement pas un coup de poids lourd là, au parti. Là. C'est sûr que... Tout à l'heure, il y avait des députés libéraux, Véronique, dans la converse de Laurence, qui disaient que c'est un homme de conviction. Puis plus il va être avec nous, plus il va tomber dans les convictions libérales. Là. On se questionne. C'est ça, à quel point il a un poids et une influence, un ascendant auprès des autres qui vont le suivre. C'est un peu ça aussi, là. Je ne pense pas qu'il est ministre. Mais un mot on va sur... dire ça comme ça. Oui. Ouais, un mot sur le vote de confiance de M. Poilievre. Souvenons-nous que c'est le Parti conservateur qui a une tradition là-dedans. M. Clark avait démissionné avec 66 du vote. Alors, s'il gagne à 50,2, là, c'est pas sûr que son avenir est assuré pour autant. OK, ces votes de confiance-là, c'est pas une science exacte. Là. Michel, vous fixez la barre à combien, vous, pour M. Poilievre? Écoutez, je ne la mets pas au niveau de Joe Clark, mais au moins à 60 Au moins à 60. OK, d'accord. Plus. Moi, j'aurais plus. Moi, j'aurais dit 80. 70 quand même. Moi, j'aurais dit 75. Bernard Landry a 80, démissionné à 75. C'est Noël. Ah, vous êtes dans l'esprit de Noël généreux. D'accord. OK, on va conclure notre panel avec ce qui s'est passé à Québec aujourd'hui, la fin de la session parlementaire. Est-ce qu'on a un extrait de Pablo Rodriguez? Je ne me rappelle plus. Oui, on a un extrait. On l'écoute. Il rentre fort, mais j'ai à coin dur. J'ai à coin dur, croyez-moi. Je sais pourquoi je suis ici. Parce que je suis un fighter. Parce que je suis un fighter. Parce que je me suis battu toute ma vie, parce qu'on m'a rien donné. Parce que chaque chose que j'ai eue, c'est parce que je me suis battu pour l'avoir. Puis ça, là, ça, c'est exactement ce que je vais continuer à faire avec toute l'équipe. On boucle un peu la boucle. Hein. Il a été question de Rocky à un moment donné cet automne. Là, c'est fighter, un battant. Le thème. Voilà. Est-ce qu'il peut rester en poste, Véronique, selon ce que vous comprenez?
Ah, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, on avait l'impression qu'il a eu une petite accalmie, là, peut-être parce que c'était la fin de la session parlementaire. Il s'était préparé avec ses députés. C'était sûr que toutes les questions allaient porter justement sur les déboires avec l'UPAC, avec le local électoral, sa course à la direction. Donc, il était quand même assez préparé. Au moins, tous les députés se sont présentés derrière lui. Et étant donné qu'il y avait du personnel politique aussi qui était dans la place, bien là, il a essayé un peu de chauffer la salle, comme on dit, là, de dire, bien, je vais être là pour rester. Il a montré son côté combatif. Il était craqué, puis tout ça. Bon, puis il s'en est sorti pas trop mal à la fin de la conférence de presse. Mais le test pour lui, c'est pas le genre de conférence de presse comme ça. Ça va être la fin de semaine qui va suivre, là, parce que en coulisses, les téléphones continuent de se faire, les textos continuent de s'échanger. Il y a des lettres encore qui circulent à l'intérieur du parti de la part de militants, de gens qui souhaitent son départ. Mais là, il y a une contre-lettre pour appuyer Pablo Rodriguez. C'est ça. Parmi les présidents d'associations, on essaie de les convaincre finalement de mettre tout leur poids politique pour dire que Pablo Rodriguez doit rester puis que c'est pas le temps de changer de chef à quelques mois des élections. Donc, même si aujourd'hui, ça a été une journée pas trop mal pour Pablo Rodriguez, comme je vous disais, en coulisses, ça continue de grenouiller. Donc, ça va être un week-end difficile pour lui encore, là. Michel, vous en pensez quoi de Pablo Rodriguez? À partir du moment où, à cause de la campagne de M. Rodriguez, qu'il l'ait su ou ne l'ait pas su, qu'il y avait du fling-flang là-dedans et que c'est au point où l'UPAC fait enquête. À partir du moment où les mots UPAC et Parti libéral ont été mis dans la même phrase, M. Rodriguez était en très grande difficulté, puis ça, c'est un euphémisme. Faut pas trop lire dans le body language, mais son caucus est en arrière de lui. Personne ne souriait là, aujourd'hui. Là. Ça avait l'air d'être une présence obligatoire. Il y a quelque chose qui n'a pas connecté et il y a quelque chose qui ne va toujours pas entre lui et le caucus du Parti libéral. Puis dans une situation comme celle-là, le caucus emmène extrêmement large. Voilà, puis c'est la même chose avec Pierre Poilievre, comme le disait si bien Laurence. Est-ce que ça, en 20 secondes, est-ce qu'il y a des échos à Ottawa, Laurence? Oui, bien justement, je parlais à plusieurs sources libérales qui ont connu M. Rodriguez parce qu'il était ministre à Ottawa avant, puis je leur ai demandé, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et on m'a beaucoup fait des expressions du genre, peut-être pas les carottes sont cuites, mais disons que ça va être très difficile pour lui. Puis en plus, il n'avait pas nécessairement la meilleure réputation à Ottawa d'être le plus préparé, M. Rodriguez. Donc en tout cas, à suivre. À suivre. Les jours qui viennent seront déterminants, probablement. Les amis, merci beaucoup, Véronique, Laurence et Michel C. Bonne fin de semaine à vous trois. Bonne soirée. Bonne fin de semaine. Au revoir.